Bienvenue chers amis, bienvenue sur Exo7, l'émission dans laquelle on vous raconte des histoires étranges, des histoires bizarres, on vous dévoile des informations surprenantes qui vous retournent le cerveau. La semaine dernière, si vous étiez présent, c'était l'émission spéciale Vendredi 13, une émission saignante qui a fait parler d'elle d'ailleurs. Qui a fait parler d'elle, puisque bon... Qui en a fait des gobillets. Voilà, plus d'un, mais il faut reconnaître qu'elle était particulièrement trash, c'était une émission consacrée aux serial killers. Donc cette semaine, une émission plus légère, on va dire, avec des sujets accessibles aux âmes sensibles, voilà, histoire de se rattraper de la semaine dernière, parce qu'il y a eu des plaintes, beaucoup de gens se sont évanouis, etc. Donc, on va démarrer avec... On va parler de lapins, de petits lapins qui courent dans la... Non, ça sera pas pour cette semaine. Cette semaine, je vais vous parler notamment d'une légende urbaine, une légende urbaine qui dure depuis plus de 50 ans. Il s'agit de la légende selon laquelle Paul McCartney serait mort. Mais oui, il est mort. Voilà, alors cette... C'est un sosie. C'est un sosie. Cette légende est une des plus fameuses légendes urbaines du monde de la musique, en fait, hein, c'est une des plus connues. Et donc, selon cette légende, Paul McCartney, le légendaire, justement, bassiste et chanteur des Beatles, serait décédé depuis 1966 et il aurait été remplacé par un sosie très ressemblant, donc un sosie qui aurait également le même timbre de voix, et les preuves de ce décès seraient disséminées à travers différents indices sur les pochettes des albums des Beatles et puis dans les paroles aussi de certains enregistrements passés à l'envers, etc. ou voire des paroles normales qui auraient donc un sens plus ou moins ambigu, etc. Donc voilà, il y a des symboles, des paroles mystérieuses. Et une imagerie, surtout une imagerie assez ambiguë sur certaines pochettes. Donc on sait pas vraiment si les tenants de cette légende urbaine, ceux qui sont persuadés qu'elle est vraie, déconnent, ou s'ils pensent vraiment qu'il s'agit d'une sorte de conspiration, de complot. Mais étant donné que la rumeur concernait le groupe le plus célèbre de toute l'histoire de la musique, forcément elle a pris une ampleur colossale, et donc c'est devenu un véritable phénomène sociologique et culturel. Mais bon, en plus les Beatles, ils ont vraiment joué de ça, puisque sur leur album, par exemple Sgt. Pepper, il y a des morceaux qui, une fois passés à l'envers, disent clairement Paul est un homme mort, etc. Sur la pochette, ils ont fait exprès de lui faire tenir, il y a une pochette où il fume une cigarette, ils font exprès de lui faire tenir dans l'autre main. On va en parler après, mais on verra que les Beatles, effectivement, peut-être se sont servis de cette légende simplement pour asseoir leur popularité encore davantage. Mais en ce qui concerne les différents exemples, les différents symboles disséminés sur les albums, déjà d'une part, les Beatles ont toujours démenti avoir placé des indices, et d'autre part, on verra que l'interprétation est parfois assez tirée par les cheveux, même s'il reste quelques éléments troublants. Donc, les rumeurs sont parties d'une journée d'octobre 1969, après qu'un animateur radio d'une radio dans le Michigan qui s'appelait Russ Gibb ait reçu un appel, un mystérieux coup de fil qui lui disait donc que Paul McCartney était mort. Voilà, tout démarre de ce coup de fil anonyme délivré à un animateur radio qui a commencé à en parler, à répandre la rumeur. Suite à cette histoire, un certain Fred Lebor, qui était donc un étudiant de l'université du Michigan, a publié un article, une critique de l'album Abbey Road, qui s'appelait McCartney mort, de nouvelles preuves mises à jour. Donc dans cet article, il parlait justement des fameux indices qu'on pouvait trouver sur certaines pochettes. Et ensuite, l'animateur de radio, donc Russ Gibb, a produit une émission d'1 heure, un show d'1 heure sur la rumeur, exclusivement dédié à la rumeur, qui s'appelait donc The Beatle Plot, en l'occurrence le complot Beatles. Et cette émission a été rediffusée par la suite de nombreuses fois, puisque c'est vrai qu'elle est un petit peu rentrée dans la légende aussi. Et tout ça se passait à la fin de l'année 1969. Alors très vite, évidemment, les médias nationaux et internationaux se sont emparés de cette histoire, évidemment. Et une nouvelle folie des Beatles s'est emparée du monde, après déjà la folie des Beatles que tout le monde connaît, hein. C'est une sorte de frénésie du mystère et du complot qui s'est emparé de l'inconscient collectif.
et la rumeur est devenue réellement une théorie du complot. Alors, ce qu'on croit, si la rumeur évidemment est exacte, c'est que donc Paul McCartney serait mort le soir du 8 novembre 1966. Alors qu'il est en train de travailler sur l'album Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, donc il se serait engueulé avec les autres Beatles et il serait sorti du studio, tout simplement. Il aurait pris sa voiture, une Austin Healey, et puis donc ensuite il serait rentré dans un réverbère et il serait mort sur le coup des suites de traumatisme crânien, voilà, ouais. Je cherchais le mot, dans un traumatisme crânien assez violent. Il n'aurait pas survécu à ses blessures. Et il aurait été remplacé par la suite par un sosie qui aurait en fait remporté une sorte de concours de sosie de Paul McCartney organisé par le manager, mais complètement anonyme, qui précédait le fameux accident. Enfin, ça varie selon les versions. Certains disent que le concours avait été organisé comme ça avant l'accident, d'autres disent qu'il a été organisé par la suite par le manager justement pour trouver un remplaçant à Paul McCartney. Alors le résultat du concours n'aurait pas été annoncé et le vainqueur qui s'appelle donc, selon la légende, William Shears Campbell, le vainqueur aurait été payé une somme assez importante, et bien pour jouer Paul plutôt que d'avouer qu'il avait gagné le concours. Donc on n'a plus jamais entendu parler de ce fameux William Shears Campbell et la légende voudrait que depuis 1968 ce soit lui qui joue Paul McCartney tel qu'on le connaît, voilà. Alors il y a beaucoup d'étudiants en basse notamment qui prétendent qu'il y a une vraie différence dans le style et dans la qualité du jeu de Paul McCartney avant et après cette époque-là, hein, donc sur les premiers albums et sur les albums qui ont succédé. Et il y a aussi beaucoup de fans qui sont persuadés que la rumeur a été lancée par les Beatles, alors soit comme une blague ou alors comme une manière de promouvoir encore davantage les ventes d'albums. Et il faut quand même préciser que cette dernière interprétation a été largement démentie par tous les membres du groupe au fil des années, donc apparemment ils y sont pour rien. Et on va à présent faire une petite énumération des quelques indices prétendus que les fans ont trouvés sur les pochettes. Alors, on commence justement avec la pochette du Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band, qui est considéré comme l'album contenant le plus de preuves, hein. Il faut dire que cet album, si vous avez l'image de la pochette en tête, elle est particulièrement chargée. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'éléments, beaucoup de décorations, et c'est pour ça que je vais pas faire non plus une liste exhaustive des indices parce qu'il y en a des centaines. Il y a même des trucs de fou, il faut prendre un miroir, machin, voilà, pour couper l'image en deux. Enfin, c'est justement de cet indice-là que j'allais parler. Donc, il y a, comme je vous le disais, des centaines d'indices répertoriés. Donc là, je vais pas m'attarder sur les indices mineurs. On va passer directement à ceux qui ont fait le plus parler d'eux. Alors effectivement, si on place un miroir de manière horizontale au milieu des mots Lonely Hearts sur la pochette de l'album, on obtient He Die avec une flèche qui pointe vers Paul McCartney. Voilà. Donc c'est quand même assez troublant, surtout que le He Die est assez net, et ça veut donc dire il meurt avec une faute d'orthographe, faut quand même le préciser, parce que il meurt en anglais c'est He Dies. Bon, il n'y a pas de S, mais quand même ça fait son petit effet, surtout avec la petite flèche au milieu qui pointe, comme je vous le disais, vers Paul McCartney. Il y a aussi un gant de conduite taché de sang près d'une petite poupée qui se trouve sur la droite de la pochette, et sur la face arrière de l'album, on voit Paul McCartney de dos. C'est le seul Beatles qui est de dos, hein, comme si donc il était un imposteur, comme s'il était absent finalement. C'est le seul qui est de dos, et à côté de sa tête est écrit Without You, puisque donc les paroles de l'album sont écrites au dos de la pochette, et Without You ça veut dire sans toi, donc voilà, le mot sans toi est écrit juste à côté de la tête de Paul. Alors dans l'album Magical Mystery Tour, à la fin du célèbre Strawberry Fields Forever, on entend John Lennon dire I buried Paul, ce qui veut dire donc j'ai enterré Paul. Alors il racontera à la radio par la suite qu'en fait il avait dit cranberry sauce, hein, donc sauce de cranberry, jus de cranberry. Donc chacun est libre de juger. C'est vrai qu'on entend vaguement quelques mots marmonnés à la toute fin de Strawberry Fields. Dans le White Album ensuite, le mythique White Album, certains morceaux passés à l'envers délivrent des indices. Donc alors c'est sûrement les indices les plus intrigants. Alors par exemple dans un passage d'I'm So Tired, passé à l'envers,
on entend Paul is dead, voilà très clairement. Paul is dead, miss him, miss him, miss him, ce qui veut dire donc Paul est mort, il nous manque, il nous manque, il nous manque. La chanson Revolution 9 contient des indices qui ont beaucoup fait parler d'eux aussi, hein. C'est considéré comme une des chansons les plus exemplaires sur le plan de cette légende urbaine. Donc sur ce morceau, on entend par exemple Turn Me On Dead Man, et ça serait une réponse aux paroles d'un autre morceau qui s'appelle A Day in the Life, dans lequel Paul disait I'd like to turn you on. Alors donc Paul disait sur ce morceau j'aimerais te plaire, j'aimerais t'exciter, I'd like to turn you on, et quand on passe cet extrait de Revolution 9 à l'envers, on entend Turn me on dead man, donc excite-moi homme mort. Voilà donc une réponse directe à ce que disait Paul McCartney. Il y a également dans ce morceau un bruit de crash de voiture, et on entend aussi Paul died. Donc voilà, à chaque fois on parle vraiment d'éléments sonores très, très flous ou très bas, hein, où chacun peut interpréter un petit peu ce qu'il veut, mais donc voilà, certains prétendent entendre Paul died, et toujours à l'envers on entend Get me out, get me out, get me out, comme si quelqu'un donc était prisonnier d'une voiture en flammes. Sur la pochette d'Abbey Road, donc le fameux album sur lequel on voit les Beatles traverser un passage clouté, beaucoup d'indices aussi. Alors parmi les principaux, il y a une plaque d'immatriculation sur laquelle il y a écrit notamment 28 if, 28 if, donc en français 28 si. S'il n'était pas mort, effectivement, sous-entendu, ouais. À l'époque de l'enregistrement de cet album Abbey Road, eh bien Paul McCartney aurait eu 28 ans, donc voilà, c'est quand même assez troublant. Mais il faut préciser par la suite qu'on a su que cette voiture était là par hasard, elle appartenait à un des employés du studio, donc voilà, c'est juste une coïncidence assez étonnante. Alors Paul tient une cigarette dans sa main droite sur cette pochette, alors que le vrai Paul, entre guillemets, était gaucher. Alors l'explication, c'est que, évidemment, s'il avait tenu la cigarette de la main gauche, on l'aurait pas vu, hein, puisqu'il est de profil, voilà. Par contre, ce qui est plus étonnant, c'est que sur cette photo, on voit Paul avec les pieds nus. C'est le seul des 4 Beatles qui a les pieds nus et les yeux fermés, comme un Maccabée en fait, qu'on retrouverait à la morgue, avec les pieds nus étiquetés et les yeux clos. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'il est le seul sur la pochette à avoir les pieds nus et les yeux clos, et en plus de ça, c'est le seul qui marche à contre-temps des autres. Donc voilà, ses pieds sont pas placés de la même manière que les autres Beatles. Donc voilà, c'est quand même assez étonnant. Alors est-ce qu'à partir de cet album-là, il profitait de la rumeur pour l'alimenter ? Mais moi, c'est pour ça que sincèrement, je le crois profondément, parce que déjà, donc sur le premier album Sgt Pepper, ils le font exprès, c'est le seul qu'ils mettent de dos. Donc c'est pour quelque part on peut se dire bon, la première fois ils ont fait un effet de style et basta. Sur la pochette d'après ils auraient inversé le truc, ça aurait été un autre qui aurait eu la position un peu différente, etc. Enfin probablement, donc je pense qu'ils ont quand même accentué. Et quand tu parles de certains extraits sonores, effectivement il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux. Le passage sonore qui est diffusé à l'envers donne Paul is dead. Missim. Celui-là est parfaitement net. Je veux dire, c'est vraiment très clair qu'ils ont enregistré le message Paul is dead, Missim à l'endroit, et ils l'ont mis à l'envers sur le disque, quoi. Alors chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Moi, en tout cas, dans les passages à l'envers, ce que je vois, c'est une réminiscence de ce phénomène qu'on peut trouver aussi dans les EVP, donc les messages de fantômes enregistrés sur magnétophone, à savoir quand on nous indique ce qu'on doit entendre, on finit toujours par l'entendre. Et je pense que si on proposait pas de message prédéfini à l'avance, chacun entendrait ce qu'il veut. Là, cet extrait-là, vraiment, mais t'as même pas besoin de l'entendre. Alors, même la musique qui accompagne le fond sonore est à l'envers sur le disque, elle est à l'endroit. Alors l'extrait en question, alors j'avais pensé vous les passer à l'origine, mais c'est vrai qu'ils sont pas très clairs. Je pense pas que ça donne grand chose, mais je les mettrai sur le forum en téléchargement. Vous pourrez vous faire votre propre avis. Et pour le Paul is dead Missim, alors je sais pas si c'est ta mémoire qui a enjolivé le truc, mais moi je l'ai encore écouté cet après-midi. Et ça donne un enregistrement à l'envers finalement, quoi. C'est vrai qu'une fois qu'on est dirigé vers Paul is dead Missim, on finit par l'entendre, mais bon, moi j'ai pas été vraiment convaincu. Alors il faut savoir que le net a donné une nouvelle vie à cette légende, hein, évidemment, comme à toutes les légendes urbaines, ça a explosé. Les sites qui répertorient les indices fleurissent sur internet, il y en a de partout. Et ce qui est drôle, c'est que Paul McCartney a toujours laissé courir la rumeur. Il était enchanté par ce canular apparemment, et en 1993 il a donc fait une sorte de démenti historique en parodiant la fameuse couverture de Abbey Road, et le titre de cet album, c'est Paul is live. Donc voilà, c'est un jeu de mots sur Paul est en concert et Paul est vivant. Donc voilà, il s'amuse lui-même avec sa légende. Et le plus ironique dans cette affaire, c'est que Paul McCartney est bien parti pour être le dernier Beatles vivant. Donc voilà, c'est quand même assez paradoxal et ironique. À présent, Thomas va prendre le relais avec une savoureuse histoire. Une savoureuse histoire, et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'extraterrestres. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur le sujet. Ça fait toujours plaisir, moi j'aime bien. Je pense que c'est mon sujet préféré en fait.
Et donc là, les extraterrestres, avec les preuves entre guillemets de leur existence, toujours à prendre avec des grosses pincettes, puisqu'il faut savoir que apparemment, depuis de nombreuses années, il y a une quantité assez importante de personnes, que ce soit des hommes, des femmes et des enfants, donc qui ont été témoins ou qui ont été enlevés par des extraterrestres, ça on le savait, mais surtout qui ont découvert à la suite de ces enlèvements ou de ces apparitions, qui ont découvert dans leur corps des petits corps étrangers, découverts à la suite de scanners ou de radios, parce qu'en fait ils déclaraient avoir une petite gêne ou une douleur, parfois même on voit une cicatrice apparemment sur la surface de l'endroit où est implanté l'objet, et donc ils font passer une radio pour voir un petit peu ce qui se passe, et on découvre un petit objet comme ça dans le corps humain en fait. Alors c'est souvent positionné dans la nuque, les pieds, les mains, des endroits un petit peu stratégiques comme ça. Alors forcément plusieurs versions, puisqu'elles varient en fonction des chercheurs. Alors certains chercheurs pensent tout simplement que c'est, alors eux ils y vont franco, ils pensent que c'est des implants, donc des objets purement artificiels qui seraient placés par les extraterrestres pour suivre ou pour contrôler les autres, voilà, forcément. Et puis d'autres quand même plus rationnels disent que c'est des fragments de météorites, puisqu'en fait quand on analyse la composition de ces petits corps étrangers, c'est une composition ferro-nickel, il y a toute une liste comme ça, chlorapatite, etc., qu'on retrouve généralement dans les météorites. La seule question est donc pourquoi pas fragments de météorites, pourquoi est-ce que les témoins d'apparitions extraterrestres ou qui déclarent avoir été enlevés se retrouvent avec des fragments de météorites dans le corps? C'est quand même assez surprenant. Alors, quand on analyse donc justement ces petits objets, on relève rien de trop extraordinaire. Alors, sur l'extérieur, il y a une fine couche de ce qu'on appelle de la kératine. Alors, la kératine, c'est tout simplement une matière naturelle que le corps va sécréter pour chasser en fait le corps étranger. Donc ça, on retrouve ça dans n'importe quel corps étranger qui viendrait dans notre corps, forcément. L'intérieur est par contre plus curieux, puisque c'est constitué de bandes de ferro-nickel à haute densité. Donc c'est un métal très lourd qu'on trouve essentiellement normalement sur les météorites. Comme je vous disais tout à l'heure, la chloropatite et de la chlorique, plus à l'intérieur ce qu'ils appellent un petit bore. Alors le bore, c'est tout simplement un métalloïde qui est absent du corps humain purement et simplement à la base. Autre particularité un petit peu bizarre, quand on passe ces petits éléments sous ultraviolet, en fait ils se mettent à rougir. Donc les implants se mettent à rougir et à produire une petite lueur rouge, ce qui est assez surprenant. Et puis à l'intérieur, on peut découvrir aussi des micro-éléments qui ont l'air légèrement gravés. Alors on a apporté en fait ces petits corps étrangers à des scientifiques qui travaillent sur les microprocesseurs, etc., les circuits imprimés, pour ne pas les citer, ceux d'Intel, donc qui sont normalement plus que calés. Et ils ont déclaré que pour eux, en tout cas, il s'agissait d'un dispositif très sophistiqué qui aurait pour fonction de faire émetteur-récepteur. Donc pour eux, ils analysent clairement ça comme un pseudo-circuit imprimé en tout cas. Alors l'apparence de ces petits objets, elle est triangulaire, apparemment assez polie, bien finie, comme un objet fabriqué réellement exprès. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc il les place dans le sinus, la nuque, l'abdomen ou dans les pieds. On en trouve aussi quelquefois dans les mains. Et donc depuis le 1966, on tombe comme ça sur de très très nombreux cas de ces petits objets extraterrestres. Alors après, est-ce que ce sont tout simplement des corps étrangers qui se déplacent comme des kystes, ce qui est probablement le cas, ou est-ce qu'on est face à quelque chose de réellement existant? Il y a une marge. Mais le truc, c'est que contrairement à l'écrasante majorité de ce type d'histoire où on a des témoignages qui peuvent donc être source de sarcasme, puisque tout dépend de la bonne foi des personnes en question. Je les ai vus. Là, il s'agit d'éléments concrets, très concrets. Il s'agit d'éléments concrets. On a des objets. On a des photos, les objets existent vraiment. Donc les fragments sont pas. La question se pose pas à savoir est-ce qu'il y a réellement des objets implantés dans des êtres humains, etc. La question est comment ils sont arrivés là. Comment ils sont arrivés là. Qui les a mis là. Pourquoi. Et donc là, on est vraiment face à un authentique mystère. On ne sait pas. Alors. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de canular? Est-ce que des gens se seraient volontairement fait implanter des petits objets mystérieux, mais en même temps, tu parles de circuits imprimés, c'est pas simplement des petits morceaux de plastique ou... Non, en fait, à l'intérieur, ce qui se passe, quand on l'analyse au microscope électronique, on voit clairement dans la plupart de ces petits objets un tracé
qui est fait exprès, je veux dire, où il y a des connexions qui se réalisent entre différents points de ce petit truc. Ça serait exactement comme dans un microprocesseur, sauf que au lieu d'être gravé à la taille des processeurs qu'on connaît actuellement, ça serait gravé beaucoup plus finement. Mais il y a un vrai circuit imprimé qui est gravé à l'intérieur de l'objet, quoi. Histoire de fou. Mais alors, est-ce qu'on a des hypothèses pour expliquer cette histoire ? Alors, bon, donc comme je disais, pour certains scientifiques, c'est juste des fragments de météorites. Comme je disais, moi, ça me paraît un petit peu gros dans le sens où des fragments de météorites ne se retrouvent pas comme ça dans des corps humains du jour au lendemain et sur plusieurs centaines d'individus. Surtout, ils sont manufacturés. Voilà, et en plus, donc quand on les extrait, ils sont clairement fabriqués. Donc effectivement, ils seraient faits à la base à partir de matériaux qu'on trouve dans les météorites, ce qui voudrait juste confirmer qu'ils viennent de l'espace à la rigueur, mais c'est pas des fragments qui tombent par hasard, quoi. Et qui plus est en plus que sur des gens qui témoignent avoir vu soit des extraterrestres, soit avoir été enlevés, parce qu'on n'en retrouve pas sur d'autres personnes. Donc il y a quand même un lien assez étonnant qui se produit à ce niveau-là. Parce que là, encore plus peut-être que l'hypothèse extraterrestre, ce qui est mystérieux dans cette histoire, c'est qu'on a des gens qui se retrouvent avec des objets implantés sans l'avoir demandé. Donc même si c'est des êtres humains qui sont responsables de ça, on peut vraiment se demander pourquoi, qui a fait ça. De toute façon, le rôle de ces petits organismes est quand même de toute façon assez étonnant, parce que peu importe effectivement que ça soit l'origine soit extraterrestre, humaine ou quoi que ce soit, de toute façon, c'est curieux de vouloir implanter des micro-récepteurs dans des corps d'êtres humains. Ça, c'est clair et net. Ouais, donc dans tous les cas, là, on a une histoire concrète. Alors après, on peut l'interpréter comme on veut, on peut invoquer la mythologie extraterrestre derrière, mais reste des faits concrets. Il y a des gens qui ont été enlevés et à qui on a implanté des petits objets manufacturés avec des circuits imprimés. Enfin, c'est quand même hallucinant. On n'a pas d'hypothèse satisfaisante jusqu'à présent. Il y a eu des enquêtes. Il n'y a pas d'hypothèse satisfaisante dans le sens où les gens qui portent ces objets n'ont pas connaissance du moment où on aurait pu leur implanter. En général, ils le découvrent plutôt même par hasard, parce que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est suite à une démangeaison ou à une petite douleur, une petite gêne par exemple dans l'avant-bras, etc. Donc ils font une radio et là on s'aperçoit qu'il y a un objet. Donc souvent c'est même peut-être 10-20 ans après leur supposé enlèvement qu'ils découvrent qu'il y a cet objet-là. Donc pour se souvenir, etc., c'est compliqué. Et puis de toute façon, même si à la rigueur quelques-uns se souviendraient, je pense que leur témoignage ne serait pas forcément très pris au sérieux, parce que à mon avis la vérité est forcément très étonnante dans cette affaire-là, puisque que ça soit un complot humain ou un complot extraterrestre, c'est quand même de toute façon un complot, voilà, des versions qu'on n'a pas envie d'entendre forcément. Et puis aussi il y a le fait que ça concerne une partie de la population qui sont les enfants, donc eux ne peuvent pas mentir sur le fait qu'ils ont des implants, etc. Par contre, leurs témoignages ne sont pas forcément non plus facilement vérifiables et très crédibles. Bon, donc on a quand même 3 hypothèses face à cette énigme. La première, c'est qu'il s'agit de canulars délibérés. Des gens se seraient auto-implantés des petits objets. Donc la première hypothèse, c'est que depuis 1966, il y a des centaines de gens qui s'implantent le même implant, qui se procurent on ne sait pas où, voilà, ça semble, pour faire un canular géant. Ça semble assez énorme. La deuxième hypothèse, c'est que des êtres humains sont allés implanter des sortes de puces rudimentaires dans d'autres êtres humains, dans le corps d'autres personnes, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on sache qui. Peut-être des tests. Sans qu'on sache comment, voilà, des tests, ou alors non, vraiment, on peut tout imaginer, quoi, pour tracer les gens. Pour tracer les gens. Alors là, sur l'utilisation, apparemment, après analyse des objets, il y a plusieurs hypothèses qui en ressortent. Alors il y en a qui disent que ça serait pour contrôler les gens à distance, d'autres qui disent que c'est juste pour pouvoir espionner, savoir connaître leur activité, etc. D'autres qui disent que cet élément peut carrément interagir sur le chimique du corps, la chimie du corps humain pour contrôler le rythme de la vie, etc. Interagir directement au niveau vital sur l'être humain. Enfin voilà, différentes hypothèses comme ça. La dernière hypothèse, évidemment, c'est que ces gens disent la vérité, ont été enlevés par des êtres extraterrestres, et donc ont été implantés. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont vécu ça doivent le vivre très mal, parce qu'ils ont sûrement peur d'être pris pour des fous. C'est clair.
C'est d'être ridicule. D'être ridicule. En plus, ils sont mis sous les feux de la rampe. Et puis quelque part, moi, j'aimerais pas savoir, peu importe par qui j'étais enlevé, j'aimerais pas savoir que j'étais enlevé par des gars qui ont décidé de me tracer, suivre savoir tout ce que je faisais de ma vie, etc. C'est sûr. Donc c'est assez étonnant. Et quatrième hypothèse qui regroupe un peu les deux dernières, mais là on va carrément très loin, mais ça m'amuserait comme hypothèse, ça serait que carrément le complot soit humain et que ce soit des humains qui fassent des mises en scène d'enlèvement extraterrestres pour cacher leur activité et implanteraient les gens en se faisant passer pour des extraterrestres, et comme ça enlève tout crédit au témoignage des gens qui disent j'ai été enlevé par des extraterrestres, etc. Où se sont déroulées ces affaires-là? Principalement en Amérique ou dans le monde Alors entier? forcément, on en trouve beaucoup aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a eu quand même pas mal de manifestations au niveau des ovnis. Mais même en Europe de l'Ouest, etc., on en trouve partout, en Asie, en Afrique. Il n'y a pas un continent en tout cas qui est épargné par ce genre de choses. C'est ça qui est très étonnant dans le phénomène. Ça se cantonnerait à un village. Je dirais il y a un gars dans le village qui fabrique des petits triangles. Par rapport dans le même quartier. Par rapport au phénomène religieux, par exemple, par rapport au mystère religieux, ce qui est très étonnant dans la mythologie ovni, c'est que de mêmes histoires se répètent sur la planète entière, donc que ce soit les témoignages, que ce soit par exemple les fameuses mutilations de bétail, que ce soit donc cette histoire d'implants. Donc c'est très très mystérieux, il y a clairement quelque chose de concret, reste à savoir quoi. Ça reste un joli mystère et une belle énigme. Et là, je vais vous parler d'un sujet peut-être plus terre à terre, plus ancré dans le réel, mais tout aussi surprenant, puisqu'il s'agit de Sealand. Sealand est une micronation, et vous allez voir que son histoire est vraiment vraiment étonnante. Alors, à la base, on a une sorte d'état autoproclamé qui n'est donc reconnu par aucun autre, et qui est dénommée Principauté de Sealand. Voilà. Alors, elle est considérée par ses partisans qui viennent en grande partie d'Internet comme une micronation, mais elle n'est reconnue par aucune des nations qui constituent par exemple les Nations Unies. Et donc, si jamais elle réussissait à obtenir cette légitimité, si elle était reconnue par une autre nation comme une micronation, elle serait le plus petit des États du monde, donc, puisque sa population n'excède que rarement 5 personnes, et c'est une zone habitable de 500 mètres carrés et des poussières, voilà. Alors Sealand, en fait, occupe une ancienne plateforme militaire qui a été créée au large du Royaume-Uni par la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale, et cette plateforme se trouve dans les eaux internationales de la mer du Nord. Alors elle est située à 10 km des côtes de Suffolk en Angleterre, et elle est occupée depuis 1967 par les membres de la famille d'un certain Roy Bates et par ses associés. Alors Roy Bates est une sorte d'aventurier qui s'est emparé de cette plateforme et qu'il a déclaré État indépendant en 1975. Alors évidemment, comme je vous le disais, cette indépendance n'est reconnue par personne, mais elle repose sur un vide juridique qui permet d'y abriter des activités souvent illégales sur le territoire britannique. Alors des radios libres par exemple dans les années 60, ou des casinos en ligne, voilà. Alors Bates, c'est un souverain autoproclamé, il a décidé que voilà, c'était lui le roi. Il est né en 1922 et il a abdiqué en faveur de son fils Michael en 2000, donc voilà, il a carrément fait passer le flambeau à son fils. Alors, l'histoire démarre en 1966. Alors, Roy Bates est un ancien major de l'armée britannique et c'est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Il entend parler de cette plateforme située dans les eaux internationales, et après avoir consulté beaucoup d'avocats et de spécialistes du droit maritime, il découvre que rien ne s'oppose à la prise de possession de cette plateforme. Donc le 25 décembre 1966, à bord de son bateau de pêche et avec quelques amis, il aborde la fameuse plateforme et il en prend possession, tout simplement. Genre, il a même pas acheté la plateforme. Ah non, du tout. Comme elle est dans les eaux internationales, elle appartient à personne. Il a décidé qu'elle était à lui. Voilà. Il a profité de ce vide juridique, et un tribunal. Vous allez voir que c'est une histoire de fou par la suite. Donc un tribunal de l'Essex leur a donné raison par la suite contre le gouvernement britannique qui avait attaqué, évidemment. Tu m'étonnes. En leur disant, mais attendez, cette plateforme, elle appartient à l'armée britannique. Eh bien non, finalement, Roy Bates a eu gain de cause. Alors, Sealand possède une constitution, carrément, qui est simple, qui a été mise en place en 1995 et qui se compose d'un préambule et de 7 articles.
Alors le préambule affirme l'indépendance de Sealand, déjà, et les articles parlent entre autres donc, du statut de Sealand comme monarchie constitutionnelle, ils parlent aussi du pouvoir des bureaux gouvernementaux, il y a des bureaux gouvernementaux sur cette plateforme de 500 mètres carrés, ça parle du rôle du Sénat, il y a un Sénat désigné et consultatif, ça parle des fonctions d'un tribunal légal désigné aussi et consultatif, donc voilà, ils ont un tribunal sur cette plateforme, ça parle aussi de l'interdiction de porter des armes sauf par les membres de la garde de Sealand, parce qu'il y a donc une garde, et ça parle également du droit exclusif du souverain de s'occuper de la politique étrangère et de changer la constitution, bon en même temps c'est lui qui l'a écrite, et, et pour finir ça parle de la succession héréditaire de la monarchie, voilà. Alors les bureaux gouvernementaux dont je vous parlais sont le bureau des affaires extérieures, tout simplement, le bureau des affaires internes, le bureau de poste. Alors vous allez voir pourquoi par la suite. Le bureau de poste des télécommunications et de la technologie, et la plupart des organes. La plupart des organes de ce gouvernement sont inactifs, hein, évidemment, pour la plupart, ou bien opèrent en dehors du territoire de Sealand. Parce que vous allez voir que c'est très complexe et que beaucoup ont su tirer parti de ce vide judiciaire qui auréole Sealand. Alors la monnaie officielle, parce qu'il y a une monnaie, c'est le dollar de Sealand, elle vaut $1 US. Mais évidemment, comme il n'y a pas assez de gens sur cette plateforme, j'imagine que cette devise n'a jamais été destinée finalement à être utilisée. Hein. C'était surtout pour faire des pièces pour les collectionneurs, puisque plusieurs pièces de monnaie sont sorties depuis 1972. Et la plupart ont été conçus dans des métaux précieux afin d'intéresser donc les investisseurs et les collectionneurs de pièces rares. Donc le but c'était plus de fabriquer des pièces de collection plutôt que de créer une réelle devise viable à l'étranger. Alors la base de Sealand peut accueillir une garnison de 160 à 200 personnes au moins, et comme elle se trouve sur le plateau continental, évidemment, elle a vite intéressé pas mal d'hommes d'affaires, et Roy Bitts a reçu notamment des projets d'ouverture de casinos, d'hôtels et même de services de renseignement de pays communistes d'Europe de l'Est pendant la guerre froide, carrément. Donc il y a les Russes qui voulaient investir la plateforme pendant la guerre froide, mais jusqu'à présent, un seul de ces projets a été réalisé, c'était en juin 2000, et c'est le prince héritier Michael Betts, le fils du couple, et il est marin-pêcheur en plus de ça. Il a signé un accord avec la société américaine Avenco pour développer à Sealand un paradis internet offshore, et donc la principauté du coup abrite aujourd'hui des serveurs informatiques contre finance. Voilà, Sealand reçoit de l'argent, ils abritent des serveurs informatiques. Ouais, j'imagine des serveurs qui n'ont pas une activité en fait, légale à Sealand, mais plutôt illégale ailleurs. Ils vendent des noms de domaine. Ouais. Sur Sealand, voilà un de leurs commerces, ils vendent des noms de domaine sur ces serveurs informatiques. Alors la population officielle de Sealand est d'1 habitant en 2002, voilà. Bon. Et elle a rarement excédé les 5 habitants depuis sa création par Roy Betts en 1966. Alors étant donné évidemment la petitesse de la plateforme, la démographie de Sealand ne croira jamais, hein, ça sera jamais beaucoup plus grand que ça, puisqu'évidemment elle ne va pas pousser la plateforme, donc voilà, ils sont condamnés à être une dizaine au grand maximum sur cette plateforme. Et ce qui est drôle, c'est que Sealand, en plus de posséder une monnaie, possède également des symboles de souveraineté. Donc il y a un drapeau, il y a des passeports, il y a des timbres-poste, et le drapeau a été dessiné par Joan Betts, donc la femme de Roy Betts. Il est blanc et rouge, et il porte des queues de sirène et un lion, donc voilà, carrément la totale, un drapeau. Et les timbres évidemment sont des timbres de collection, parce que donc comme pour les pièces, il y en a très peu qui ont été édités, et ceux qui en possèdent aujourd'hui évidemment sont assez heureux de leur acquisition. Et ce qui est drôle, c'est qu'autour de cette espèce de petite micro-nation mystérieuse autoproclamée, il y a eu pas mal de polémiques, puisque en novembre 99, par exemple, la police madrilène a arrêté un petit trafiquant d'essence. Et ils se sont aperçus que cet homme possédait un passeport diplomatique de Sealand, voilà. Ah, ça tue. et qu'il entretenait une ambassade à Madrid, une ambassade de Sealand, voilà, pour faire son business. C'est énorme. Alors on s'est aperçu que en Allemagne, pareil, il y avait un homme qui proposait des passeports de Sealand carrément. Et après un an d'enquête, donc 60 citoyens entre guillemets de Sealand ont été arrêtés et accusés de trafic de drogue, d'escroquerie, de détention d'explosifs. Vente de 4000 faux passeports à Hong Kong, de permis de conduire à des trafiquants de drogue au Maroc notamment, trafic d'armes. Et aux États-Unis, ça c'est quand même assez étonnant, l'enquête sur la mort du couturier Gianni Versace prouve que l'assassin avait un passeport de Sealand. Voilà.
Alors le 14 juin 2000, dans le monde, le prince et la princesse de Sealand, ainsi que le prince héritier, donc, ont affirmé qu'ils n'étaient pas liés du tout à ces faits et que le nom de Sealand a été utilisé sans leur autorisation. Donc c'était pas des vrais citoyens sealandais. Voilà, donc le prince certifie que son pays n'a jamais ouvert d'ambassade, ni fourni de passeport à qui que ce soit, en dehors des réels habitants de Sealand. Donc voilà, c'est quand même une histoire pour le moins étonnante, et vous pouvez aller sur le site internet de Sealand, donc c'est sealandgov.org, je vous mettrai l'adresse du site sur internet. Ils n'ont pas leur point à eux, ils n'ont pas un point SE ou alors je sais pas quoi. Non, bizarrement, mais donc voilà, je vous balancerai l'adresse sur le forum de Rage, rendez-vous sur rage.fr, forum section Exocet, et vous pourrez aller voir ça. Mais c'est reconnu maintenant, c'est vraiment un... Ah non, la micronation que constitue Sealand n'est toujours pas reconnue par les pays étrangers. Donc ce qui veut dire Pour eux, c'est rien du tout. ce qui veut dire que c'est tout à fait possible que quelqu'un d'autre arrive et vienne s'emparer de Sealand. Techniquement, En fait, j'ai l'impression. il pourrait y avoir une sorte de putsch, puisque ça n'appartient à personne, si ce n'est à ceux qui ont autoproclamé que c'était à eux. Alors s'il y avait une guerre, personne pourrait trop s'y Viens, mêler. Mika, on y va, on embarque ce soir, on fait la révolution là-bas. Mais grave, on fait une révolution. Surtout on que des fois, prend surtout que des fois ils sont deux sur la plateforme, donc ça peut aller très vite. On va les calmer. Hein. Ah C'est bah, chez nous maintenant. on Sealand. arrive à 3, Patrick, Et le avec tes truc- gros bras. Et le truc, c'est que c'est très moche. Voilà, Sealand, c'est ça qui est Ah mais ça dramatique, c'est claque que d'avoir c'est ton assez petit pays horrible. à toi quand Mais même. attends, C'est une plateforme de ferraille sur 2 pylônes énormes. Ça doit ressembler à une genre plateforme pétrolière. C'est une plateforme pétrolière, mais rouillée et minable. Et donc apparemment ils y tiennent beaucoup. Alors petit pays, voilà. Ah. Sealand, une ça défonce. bien jolie histoire. Thomas, je crois que tu as une belle histoire pour nous. Une belle histoire, encore une histoire un peu étonnante ce soir, l'histoire de John Titor. John Titor, peut-être le premier voyageur temporel qui ait existé et qu'on ait eu la chance de rencontrer. Vous allez voir, c'est très 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 étonnant aussi. C'est en tout cas très sympa comme histoire. Alors tout s'est passé entre octobre 2000 et mars 2001, quand en fait un utilisateur d'internet se faisant appeler Time Travel _0, enfin _0, ou John Titor allait sur des forums ou participait à des chats où il affirmait venir du futur, et pendant 6 mois il a pas arrêté de décrire un futur post-apocalyptique, etc., expliquer comment est-ce qu'il faisait pour voyager dans le temps, pourquoi est-ce qu'il voyageait dans le temps, enfin donner comme ça plein d'éléments sur notre avenir. Et donc vous allez voir que c'est pas mal intéressant. Alors il faut savoir que normalement en 2004-2005 aux États-Unis aurait dû se produire une guerre civile qui aurait éclaté et qui aurait en fait renforcé la sécurité à l'intérieur même de l'État, créant de par ce fait un État très policier. Et puis, dans le même temps, la maladie de la vache folle aurait explosé jusqu'à devenir une véritable épidémie et à contaminer comme ça tout le monde, toute la planète, en faisant des ravages dans le monde entier et en attisant encore plus les passions, les rivalités entre les différentes factions, etc. Enfin bref, le chaos commençait. En 2012, la guerre civile américaine s'étend, elle embrase bientôt le monde entier qui finit dans une gigantesque guerre civile, et le conflit atteint donc son paroxysme, et atteindra son paroxysme donc, puisqu'on n'y est pas encore maintenant, en 2015, où là les Russes vont décider de bombarder toutes les grandes villes américaines, européennes et chinoises, rien que ça, et donc la Terre va rentrer dans un conflit nucléaire global. Le jugement dernier, quoi. C'est le jugement dernier. Conflit nucléaire global qui va causer la mort de plus de 3 milliards de personnes. Alors, par contre, selon John Titor, c'est quand même la famine, les maladies et les blessures infligées pendant les conflits qui vont causer le plus de morts, les radiations venant en second plan dans le nombre de décès. Alors, ce qui est un petit peu troublant dans la suite de l'histoire, c'est qu'aucun détail n'est donné sur ce qui se passe ensuite. C'est-à-dire que de 2015 jusqu'à 2036, il ne nous donne pas d'éléments de l'histoire de sa vie ni quoi que ce soit. Par contre, il nous raconte que l'humanité vit dans un monde complètement dévasté, où en fait les gens se sont regroupés en petits comités. Alors déjà, il y aura en 2036, d'après donc c'est dire, il n'y aura plus que 5 présidents. Il y aura 5 présidents aux États-Unis au lieu d'un pour gouverner. Les États, donc les 51 États qu'on connaît à l'heure actuelle, seront regroupés en 5 groupes d'États seulement. Et puis aux États-Unis, en tout cas, il y aura beaucoup plus de partis. Donc ça sera la fin du parti républicain, démocrate, etc. Les avis politiques vont exploser comme ça. Il y aura une multitude de petits partis. Alors la capitale ne sera plus Washington, mais deviendra Oklahoma au Nebraska.
Et puis l'Europe, par contre, continuera à voguer dans le chaos, puisque apparemment aucune solution sociale ni politique ne seront trouvées, en tout cas à la période 2036. Alors, les gens, pour vivre, vont se regrouper en petites communautés de plusieurs centaines d'individus, où ils vont cultiver la terre pour leur propre bénéfice, pour leur propre survie. Et en fait, toute la vie va être comme ça, axée sur la survie, c'est-à-dire vont être exclus de la communauté tous les gens qui vont poser des problèmes ou qui vont ralentir la marche en avant de la société. Alors, les États-Unis, eux, pour leur part, mis à part ces zones cultivées, peuplées de petits groupes de paysans, sont transformés en immenses déserts où il y a complètement inhabitable, en flora, aux radiations, aux gaz toxiques, etc. Par contre, le point positif, c'est que le réchauffement climatique donc s'arrête et donc il n'y a plus de fonte des glaces ni quoi que ce soit. Par contre, il y a un manque cruel d'eau potable. Donc voilà, que du bonheur. On se retrouve au final un petit peu dans Mad Max, ce qui est, en tout cas en 2036, il faut s'attendre à Mad Max d'après John Titor. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je rappelle c'est pas le futur. Que tout ceci, donc, ce sont des prédictions faites par un certain John Titor qui prétend, en tout cas qui prétendait sur des forums internet il y a quelques années de ça, venir du futur. Et il a raconté pendant 6 mois à quoi ressemblerait ce fameux futur. Donc ça, c'est les témoignages qu'il a donnés sur sa vie du futur aux gens qui discutaient avec lui sur Internet. Alors maintenant, on va se pencher un petit peu sur John Titor. Alors, John Titor serait né en 98. Donc ça, c'est toujours d'après ses dires. Serait né en 1998 en Floride. Et en fait, il aurait donc survécu. Et en 2036, il serait devenu un soldat engagé pour accomplir une mission. Alors là, on se retrouve dans l'armée des 12 singes. Voire dans Terminator. Dans Terminator aussi, ouais, même carrément. Pour revenir dans le passé, alors là, c'est là que c'est très rigolo, accomplir une tâche vitale. Cette tâche vitale étant de récupérer... D'aller sur Internet. Non. Sur des forums. Non, de retourner en 1970 pour récupérer un ordinateur, plus précisément un IBM 5100. Alors pourquoi l'IBM 5100 ? Parce que il est nécessaire pour régler un défaut qu'il y aurait dans Unix étant un système d'exploitation, etc. Et donc il y aurait besoin vital de cet ordinateur-là, parce que les ordinateurs qu'on connaît maintenant ne savent pas aller au-delà de 2036. Voilà, ça serait le bug de 2036. Ce serait le bug de 2036. Et donc, ayant accompli cette tâche vitale, John Titor a décidé pour son grand-père, pour accomplir une mission secrète, donc il ne dit pas ce que c'est, pour son grand-père, aurait décidé d'aller à l'an 2000, sachant que pour lui, vis-à-vis de ses supérieurs, ça ne représentait aucun danger, parce que le fait de s'arrêter en l'an 2000 n'avait pas de conséquences en 2036, puisqu'il revenait à la même période. Donc il pouvait faire cette mission secrètement sans que personne ne sache, et c'est là qu'il se retrouve en 2000, et c'est en 2000 donc qu'il balance tous ses témoignages sur Internet. Alors, il donne plusieurs éléments de son voyage, notamment sa machine, dont il donne les plans. Sa machine à remonter le temps, qui se baserait sur un système de création en fait de trous noirs, qui permettrait donc de passer dans les dimensions, etc. Alors, il faut savoir que, dans la mesure actuelle de nos connaissances, la machine à voyager dans le temps décrite par Titor est plausible. On ne sait pas si ça fait voyager dans le temps, mais disons que dans la théorie un petit peu abstraite et quantique comme ça, en partant un petit peu dans des délires scientifiques, sa machine est plausible. Et en tout cas, elle fait appel à des phénomènes qui existent bien dans la physique actuelle. Oui, plausible dans le sens où on pense que si on pouvait passer à travers le trou noir, effectivement, on pourrait voyager dans le temps. Plausible, comme si on allait plus vite que la vitesse de la lumière, on y voyagerait dans le temps, ce genre de choses. C'est ce que je dis, c'est du plausible en extrapolant scientifiquement, donc on va dire. Si on avait une machine à fabriquer les trous noirs, on pourrait peut-être effectivement voyager à travers le temps. Exactement. Alors donc, il donne plusieurs photos, donc ça c'est intéressant, je vous les mettrai sur le forum, plusieurs photos de sa machine, donc une d'ailleurs qui ressemble un petit peu, moi je trouve, alors ce qui est placé dans une voiture, telle la machine à remonter dans le temps de la DeLorean, donc placée sur le moteur avec plusieurs éléments, etc. Et par contre il donne une autre photo assez inquiétante, assez troublante, dans le sens où en fait il se prend en photo à côté de cette machine à remonter le temps pour prouver qu'elle joue sur la gravité, et en fait il souffle un nuage de fumée comme ça avec un cigare, et il fait passer un laser dessus, et on voit clairement le faisceau du laser retomber en fait, au lieu d'avoir une trajectoire rectiligne, parce qu'attiré par la gravité qui serait des centaines de milliards de fois plus importante autour de sa machine à remonter le temps. Photoshop. Voilà. Le laser est attiré, mais lui n'est pas écrasé. Non, mais c'est ça. Il a des chaussures anti-gravitationnelles. C'est la gravité sélective. C'est quand même bien fait. C'est assez intéressant, effectivement.
Alors, il faut quand même savoir que donc Titor a fait de nombreuses prédictions et notamment il a annoncé de nombreux événements, même si c'est toujours refusé d'après ses dires, à donner des éléments trop concrets, comme par exemple où se produiraient des catastrophes naturelles, etc., pour éviter d'influencer sur notre époque, surtout qu'il avait rien à foutre en 2000 d'après ce qu'il dit, quoi. Alors, dans tout ce qu'il a dit, il y a certains éléments qui sont réalisés, notamment par exemple, il avait annoncé bien avant que le gouvernement chinois arriverait à envoyer des hommes dans l'espace. Bon, rien de magique non plus après dire ça, hein, c'était dans la logique des choses. Par contre, beaucoup d'éléments qu'il a donnés se sont relevés faux, puisque notamment, donc je vous le rappelle, la guerre civile américaine aurait dû avoir lieu entre 2004 et 2005. Ah, mais il a influencé là. Voilà, Grâce donc, à lui. C'est grâce à lui en fait le gouvernement a su ressaisir la barre. C'est le phénomène qui permet à la plupart des voyants célèbres bien de justifier leurs gagner une erreurs. pseudo-crédibilité auprès du public, qui oublie trop fréquemment les prédictions qui ne se sont pas avérées, mais qui retiennent celles qui se sont réalisées. Celles qui se sont réalisées, parce que par exemple, Elisabeth Tessier, pour ne parler que d'elle, a fait beaucoup de prédictions, comme la plupart des voyants qui font des prédictions vagues chaque année. Et puis, évidemment, elles ne retiennent que celles qui se sont réalisées. Mais pour le 11 septembre 2001, par exemple, Elisabeth Tessier avait prévu quoi donc ? Eh bien, elle avait prévu une journée idéale pour les voyages. Authentique. Ouais. Voilà. Sauf aux States. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui est utilisé par les pseudo-voyants charlatans. Tu prévois tout un tas de trucs vagues et t'es à peu près sûr que dans le tas, la moitié va se réaliser. Surtout quand tu prédis des trucs genre le gouvernement chinois va envoyer des hommes dans l'espace, je pense que j'aurais pu le prédire moi-même celui-là. Enfin, c'est l'évolution logique. Donc parmi ces prédictions fausses, hein, donc la fameuse guerre civile américaine qui n'a pas eu lieu, les Jeux Olympiques qui sont toujours là, alors qu'ils auraient dû s'arrêter aussi en 2004, hein, suite à de trop nombreux conflits, à des erreurs d'organisation, etc. Alors, bon, de toute façon, pour certains, ça pourrait être attribué au manque de précision de Titor, le fait qu'il vive en 2036, il te confond avec les années, ça se trouve, s'il a dit 2004, mais ça va être 2014, enfin, il y en a qui s'accrochent toujours un petit peu aux branches comme ça au passage. Et puis, ce qu'il faut relever quand même, c'est que tout ce qu'il a donné, c'est quand même pas très compliqué pour quelqu'un qui s'intéresse un minimum à la science, un minimum au monde géopolitique qui l'entoure, etc. Voilà, n'importe qui, quelque part, aurait pu dire ouais, je voyage dans une machine qui permet de passer à travers le temps grâce au trou noir, etc. Enfin, c'est le genre de choses. Si on s'intéresse vraiment un minimum aux choses, on les connaît. Donc, c'est quand même pas de la très grande prédiction. Par contre, sur le personnage de John Titor, on ne sait pas du tout qui il est, puisque ça, on n'a jamais réussi à l'identifier, ni où est-ce qu'il est né. Alors forcément, il y en a qui ont fait des recherches pour savoir si des John Titor nés en 98 existaient en Floride, puisque c'est là qu'ils disaient venir. Apparemment, il n'y en a aucun. Alors là, la version des pros John Titor serait que John Titor, en fait... Alors Titor serait un raccourci de Time Traveler, voyageurs du temps, et qu'en fait ça serait le nom générique, un petit peu comme pour tous les disparus on les appelle les John Doe, là ça serait le nom générique qu'on donnerait à tous les voyageurs du temps, à tous les disparus, oui, à tous les gens qui ne se souviennent plus qui ils sont ni quoi que ce soit, donc là ça serait le nom générique qu'on donnerait à tous les voyageurs dans le temps, donc ils s'appelleraient tous John Titor. Et puis de toute façon, d'après les pros John Titor, il n'aurait jamais donné son vrai nom pour éviter d'influencer sur notre monde, que les médias prennent son lui du présent, ou s'intéresse à sa famille, etc. Bref, donc voilà sur la vie de John Titor. Alors, comme je disais tout à l'heure, de nombreuses erreurs quand même, hein, dans ses déclarations. Alors, si on reprend par exemple l'exemple, donc tu l'as cassé tout de suite, mais ça faisait partie des arguments des anti-John Titor. Si on prend par exemple l'exemple du laser, donc qui est déformé comme ça à cause du champ gravitationnel, comme tu le dis, s'il y avait à la rigueur un champ gravitationnel aussi important, il serait pas tranquille en train de fumer sa cigarette à côté. C'est clair qu'il serait écrasé comme tel un petit pois et il disparaîtrait en poussière, c'est clair, parce que pour faire courber un laser, faut commencer déjà à... Et si effectivement sa machine avait la capacité de créer un mini trou noir, il y a fort à parier que l'état de Floride entier serait absorbé par le trou, donc là effectivement... Voilà, donc c'est purement impossible. Mais dans tout ça, quand même, ressort certains trucs sympas, notamment des schémas de machines, des schémas de technologie du futur, etc. Enfin bref, plusieurs comme ça éléments sympas. Et puis donc le fait le plus troublant,
intéressant, c'est que donc toute cette affaire a eu lieu pendant 6 mois, que pendant 6 mois, ce John Titor s'est présenté sur plein de forums, a communiqué avec des tas d'internautes, et puis du jour au lendemain a complètement disparu. Et on n'a plus jamais entendu parler de lui depuis. Alors de temps en temps, il y a des faux John Titor qui ressortent, qui se font tout de suite démanteler, mais le vrai John Titor n'est jamais ressorti et il a disparu comme ça, Donc, comme il était venu. On peut parler d'un canular réussi. Le mec s'est dit, Exactement. je vais monter une histoire de toute pièce, pendant 6 mois je vais tenir mon truc, puis je vais disparaître. Et il a créé sa légende. Je vais faire 2-3 schémas, et il a réussi à créer sa légende. Et c'est assez symptomatique de l'internet, parce que on sait que n'importe quel gourou peut parvenir à convertir 3 ou 4 pèlerins, mais à l'échelle du net, à l'échelle mondiale, eh ben, il y a des chances que ce soit des milliers de personnes qui le suivent. C'est quand même assez incroyable qu'il y en ait qui rentrent dans le truc. J'ai du mal à croire qu'il y en ait qui croient vraiment à cette histoire. Et en plus, c'est assez génial. Mais quelque part plus, enfin même nous ce soir en parlant, plus on en parle, plus on crée quand même le doute. Ah il y a, oui. voilà, ça entretient le truc. Et là, si on nous dit demain, il y a 10 000 personnes qui y croient, c'est une histoire vraie. Quelque part, si déjà ça déculpabilise les gens. Si déjà 10 000 personnes y croient, c'est plus facile d'y croire encore. Mais t'imagines en 2036, quand il reviendra et qu'il fera écouter cet enregistrement c'est clair. qu'il aura trouvé sur le podcast de Rage. Exactement. Oui, parce il surveille régulièrement l'actualité. C'est clair. Et ce qui est drôle, c'est que... D'ailleurs, il est sur le chat de Rage régulièrement. Si oui, j'imagine. Si vous le croisez. Ce qui est drôle, c'est que moi-même, en fait, j'avais fait une sorte de faux blog du futur. Bon, mais là, par contre, mon objectif, c'était pas de faire un canular. Hein. J'avais fait une sorte de faux blog du futur en disant que je venais de l'an 2070. Alors, j'expliquais comment ça se passait, mais c'était purement fictionnel. Et j'avais fait une série de prédictions comme ça aussi, à long terme, sur les 50 prochaines années. Sans déconner, je serais curieux de savoir combien vont se réaliser. Enfin, je vous dirai ça dans une quarantaine d'années, quand Rage sera probablement la première radio mondiale et qu'on émettra jusque dans la galaxie avoisinante. Voilà, chers amis. Et nous voici de retour pour la dernière partie de cet Exo 7. Alors, un petit récapitulatif pour ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Ce soir, on a parlé notamment d'un plan extraterrestre, voilà, d'objets concrets, encore une fois, on le rappelle, il y a des gens sur lesquels on a retrouvé des véritables implants, donc on ne sait pas d'où ils viennent, qui les a mis, enfin voilà, ça reste un mystère. On a parlé de la fameuse légende urbaine Paul McCartney est mort. Voilà. Thomas vous a parlé de John Titor, le présumé voyageur de l'espace-temps temporel, voilà, qui s'est fait connaître il y a quelques années sur Internet et qui a apporté quelques prophéties et prévisions. Et je vous avais parlé de Sealand, donc cette micronation autoproclamée, qui est en fait une sorte de petite plateforme pétrolière au large de l'Angleterre et qui est, selon son roi autoproclamé encore une fois, un pays à part, une micronation. Donc voilà. Mais bientôt, elle sera notre Sealand. Et quand on aura fait un putsch, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le podcast de Rage. N'oubliez pas que ça change tout, ce podcast. Vous allez sur le site de Rage, rage.fr, vous cliquez sur le podcast, c'est dans la colonne de gauche, et donc là vous pouvez retrouver toutes les émissions, les télécharger, les réécouter à loisir. Donc voilà le podcast, et bien sûr, n'hésitez pas à réagir sur le forum de Rage. Voilà. On passe aux infos insolites avec une première histoire qui se passe aux USA, une fois n'est pas coutume, dans le Wisconsin. Et c'est une histoire assez triste et pour le moins ironique. Donc c'est une femme handicapée qui donc vivait seule avec son chien et son chat. Alors vous allez voir un petit peu à quel point c'est dramatique comme histoire, vraiment, et poignant. Donc son chien, c'était un chien entraîné spécialement pour l'assister, pour l'accompagner. Et donc ce qui s'est passé, c'est que le chat a malencontreusement fait tomber une bougie sur le sol. Donc là, la maison a commencé à prendre feu. La femme n'a pas pu atteindre le téléphone, elle s'est jetée au sol. Et là, le chien a aidé sa maîtresse en lui apportant le téléphone pour qu'elle appelle les secours. Oh, sérieux? Bah oui, mais il était dressé pour ça, pour lui amener le téléphone. Ah oui, remarque, c'est pas faux. C'est un chien dressé pour l'assister. C'est pas faux, c'est vrai. Alors, vous allez voir le truc encore plus fou. C'est que donc le chien a également apporté sa prothèse à sa maîtresse, puisque donc elle avait une jambe artificielle. Et ensuite, le chien est monté à l'étage parce qu'il a entendu que le chat était encore dans la maison alors que donc... et il a cherché le chat. Voilà, alors qu'elle avait pris feu. Donc il est remonté pour aller chercher le chat et il n'a pas survécu.
le chien est mort, emporté par les flammes. Oh là là, mais c'est un chien pour aller sauver le chat, donc c'est magnifique. C'est alors que c'est le chat qui a foutu le feu, c'est ça? Ouais. C'est ce con de chat qui a foutu le feu à la base. Putain de chat, quoi. Quoi, le là. chien s'est sacrifié pour lui, donc la maîtresse est sortie d'affaire, hein, elle est saine et sauve aujourd'hui grâce à son chien. Et par contre, l'histoire ne dit pas si le chat a survécu ou pas. En tout cas, ça m'étonnerait pas qu'il ait survécu, ce petit chacal de chat. En tout cas, le chien. Il a sauté sur une branche par la fenêtre, là. Le chien restera donc vraiment comme un on va en héros faire un local, film, j'imagine. Patrick. Ah, sûrement. Faut acheter les droits de suite, là. C'est fou parce que c'est Ouais. du Lassie, mais pour de vrai, voilà. Alors, une autre histoire, un petit peu. C'est l'histoire qui fait mal du soir, je vous préviens. Enfin, surtout vous, les garçons, vous allez voir, c'est assez douloureux. Donc, c'est un homme, un Autrichien, qui travaillait sur son toit. Voilà, il réparait manifestement des tuiles. Et puis là, il a glissé et il s'est planté un clou. Il avait un pistolet à clous. Il s'est planté un clou dans une testicule. J'en étais sûr. Voilà, ça fait très 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 mal quand on en a. En tout cas, je vous assure que vraiment c'est très douloureux, ne serait-ce qu'à raconter. Donc il s'appelle Auguste Vogel. Donc voilà, Vogel. Il a 59 ans cet homme. Il vient de Jennersdorf. Voilà. Et donc ce clou planté dans le testicule gauche l'a effectivement envoyé directement aux urgences. Il disait plus rien, ça lui a cloué le bec même. Ah oui, c'est clair. Parce que le truc c'est qu'il n'est pas arrivé à l'enlever lui-même, le clou. Ah mais attends, mais comment tu veux faire ça? Imagine un petit peu, voilà, il n'est pas arrivé à l'enlever, il a tout essayé, je comprends pas comment il n'est pas tombé dans les pommes. Et puis donc là, effectivement, les secours sont arrivés et aux dernières nouvelles, il va bien. Enfin, j'imagine qu'il doit être assez marqué quand même. Ouais. On n'est pas sûr qu'il pourra se reproduire. Quoi qu'avec un testicule, avec c'est ça jouable. devrait aller, ouais. Donc voilà. Bah, par contre, l'autre il lui a enlevé comme une olive qu'on pique. Il y a une fuite maintenant. Ah là là, ouais, non, c'est assez. Quand il fait pipi, ça part des deux côtés. C'est assez horrible. Je m'en aperçois bien. Alors, nous avons l'histoire d'un facteur de Brookline et non pas de Brooklyn. Donc Brookline dans le Massachusetts, hein, c'est difficile à dire comme état. Donc ce facteur est mort d'une attaque cardiaque et son patron est allé chez lui parce que donc il ne revenait pas de sa tournée. Et là, il a découvert non seulement le cadavre de son employé, mais surtout des piles entière de courriers qu'il avait conservés, qu'il n'avait pas distribués pendant des années. Il a collectionné et entassé du courrier chez lui. Voilà. C'est pas un gentil facteur, ça. Voilà. Et alors, il faut savoir que s'il n'était pas mort, il serait poursuivi aujourd'hui, puisque le vol de courrier, c'est un crime fédéral. Donc voilà, il avait entassé comme ça des tonnes. Et alors, le plus mystérieux dans l'affaire, c'est que toutes ces lettres n'étaient pas ouvertes. C'est parce qu'il voulait pas se faire chier. Bah ouais, il voulait finir sa tournée vite. Il faisait je pars en tournée, il rentrait chez lui. Bah oui, mais c'est quand même, à mon avis, c'est quand même plus facile de brûler tout ça plutôt que de l'entasser dans sa maison. Et puis bon. Il disait peut-être tous les jours, je le distribuerai demain, ça va. Voilà, c'est quand même assez le mec il repousse les trucs à demain. Et donc voilà, il les a jamais ouvertes, alors qu'on aurait pu suspecter une sorte de voyeurisme un petit peu malsain, mais non, il les a pas ouvertes. Donc voilà. Et aujourd'hui, il est donc décédé, ce facteur du Massachusetts. C'est quand même assez étonnant. Une autre histoire qui se passe à Nouvelle-Orléans. C'est assez trash. Bon, la semaine dernière, on nous avait reproché peut-être un petit peu trop de trash justement dans l'émission spéciale Serial Killer. C'était Halloween. Là, je n'y peux pas grand-chose puisque donc c'est l'actualité elle-même qui m'impose de raconter cette histoire. J'étais obligé de la prendre. Donc, une note a été trouvée sur le corps d'un jeune suicidé qui venait du quartier français de la Nouvelle-Orléans. Et cette note a conduit la police à l'appartement du jeune homme dans lequel ils ont trouvé la tête d'une jeune femme, la tête calcinée d'une jeune femme dans une marmite, ses bras et ses jambes dans le four et son torse dans le frigo. Voilà. Bien. Alors le jeune homme qui s'est suicidé s'appelait Zachary Bowen, il avait 28 ans. Il a sauté du 7e étage d'un hôtel de luxe dans lequel il vivait avec sa petite amie qui s'appelait Adrienne Hall. Et donc dans sa note, il expliquait que la jeune fille retrouvée était sa petite amie. Maintenant, on n'en est pas certain. La police n'a pas pu authentifier le cadavre encore. On n'a pas de nouvelles de cette Adrienne Hall. En tout cas, voilà, le corps a été trouvé au 2e étage d'un appartement qui se trouvait au-dessus d'un magasin de vaudou. Donc c'est assez marrant comme détail. Et voilà, ça se passait à la Nouvelle-Orléans. Donc ils sont assez amateurs. C'est vrai que voilà, la Nouvelle-Orléans, je pense qu'il y en a pas mal quand même. Voilà, c'est assez riche en vaudou. Il nous reste peut-être une petite minute pour raconter juste une petite histoire mignonne. C'est la touche poétique du soir pour finir en beauté. Donc c'est un jeune homme de 16 ans. Ça se passe en Inde, dans un village de la région de Jharkhand. Un jeune homme qui s'est marié avec une colline
pour en fait conjurer le mauvais sort, voilà, Mais je comprends bien. que sa mère subissait, puisque donc sa mère était persuadée qu'elle était victime d'une malédiction. Elle était tombée sur une colline, donc elle s'était fait très mal. Et un soir, elle a vu en rêve la déesse de la colline qui lui a dit, il faut que ton fils m'épouse. Bien et donc sûr. ce jeune homme s'est marié avec une colline. Ça se passe comme ça Ils en font Inde. des bébés Au moins, collines. elle le fera jamais chier. Ah oui, là c'est clair que bon, c'est pas le genre de belle fille à mon avis qui est envahissante. Enfin bon, ça dépend. Bon, et il est allé au sommet de la colline. Il a embrassé le sommet de la colline et voilà, il est authentiquement. Elle marié était avec une consentante, colline. la colline? Bah, tout le monde sait que c'est là qu'il y a la bouche des collines, hein, c'est au sommet. Hein. Voilà, pas de réaction de la colline en tout cas, pas de déclaration. Voilà, c'était Exocet, chers amis. On se retrouve juste après. Restez sur Rage. Bisous, bye bye. Salut. Le bizarre, l'inclassable.